Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une question vertigineuse. Qui ou quoi dirige vraiment le monde? Vaste question. Oui, et pour ça, on va s'appuyer sur des textes assez intrigants. Des fragments issus d'une discussion avec une IA, Cléa, c'est daté de juillet 2025. Et ces fragments, ils brassent large, philo, histoire, analyse de pouvoir, avec des échos de la Boétie, de Camus. Tout à fait. L'idée, c'est de décortiquer un peu ces réflexions, qui sont denses, pour en tirer les idées clés. Oui, l'ambition de ces textes, c'est clair, c'est de tenter de cartographier les pouvoirs. Les visibles, bien sûr, mais surtout les mécanismes plus subtils, ceux qu'on ne voit pas forcément. Et comment nous, on se situe là-dedans? C'est ça aussi la question. Exactement. Entre l'illusion, peut-être une forme de servitude, et puis la quête de liberté. Une liberté intérieure, surtout. Alors, entrons dans le vif. Les sources, elles pointent d'abord que le pouvoir a changé de nature. Il ne serait plus seulement dans les États, quoi. Non, c'est plus complexe. Il parle d'une architecture hiérarchique diffuse. Oui, avec plusieurs niveaux. Le pouvoir économique, on pense aux géants comme BlackRock, Vanguard, leur taille seule pèse énormément. Sans oublier le pouvoir technologique, les GAFM, les bataques chinois, et puis l'IA de plus en plus présente. Il y a aussi le pouvoir informationnel, les médias, les grands récits, et puis des réseaux plus discrets, des clubs d'influence. Et ce qui est frappant, c'est que ce pouvoir est décrit comme souvent sans visage, presque un processus sans sujet, Une machine. un système viral. C'est les termes utilisés. Oui, comme une sorte de machine qui tourne grâce à des intérêts qui convergent et qui contrôle les flux essentiels, argent, information, désir même. Du coup, difficile de pointer un seul responsable, hein. Un grand chef d'orchestre. C'est ça. Ça fonctionne plus comme un écosystème, en fait. Complexe. Mais alors, face à ça, comment on réagit? Individuellement, je veux dire. Les textes reviennent sur la Boétie, sur la servitude volontaire. Ah oui, une idée ancienne, mais toujours pertinente. On accepterait l'oppression par confort, par peur, ou juste par mimétisme. C'est un peu ça, les exemples sont parlants. Le salarié qui râle contre le système mais tient à sa sécurité. Le citoyen inquiet de la surveillance, mais qui... Étale sa vie en ligne. Oui, je vois, c'est paradoxal. Et face à ça, les fragments proposent l'inverse. La solitude volontaire. Attention, pas l'isolement subi, c'est un retrait choisi, c'est ça? Exactement. Un retrait stratégique pour protéger son intégrité intérieure, sa capacité à penser par soi-même. Ce qu'ils appellent la pensée nue. J'aime bien l'expression refuser d'être meublé de l'intérieur par les autres. Voilà. Avec des figures comme Diogène ou Taureau en référence. Alors, il y a un point plus délicat soulevé par les sources, c'est l'instrumentalisation possible de certaines causes, même juste au départ. Mhm. L'exemple qui est pris, c'est celui de certaines dérives possibles au sein du féminisme. Alors attention, c'est le point de vue des sources qu'on rapporte ici. Oui, c'est important de le préciser. Selon ces textes, il y aurait un risque que certaines formes de ce mouvement deviennent, je cite, une machine à broyer, ou qu'elles participent à un aveuglement sélectif. Notamment, c'est ce que les textes suggèrent, en tendant parfois à faire de l'homme la seule figure de l'oppresseur, une sorte d'essentialisation. C'est ça. Bon, c'est une analyse critique qui est présentée. Et elle s'inscrit dans une réflexion plus large, sur les illusions, la manipulation des récits. On retrouve Camus, l'absurde. La caverne de Platon aussi, où l'on ne voit que des ombres. Tout à fait. Alors face à cette impression d'illusion, de désillusion peut-être, quelle révolte est possible? Les sources suggèrent que la dernière frontière de la liberté, ça pourrait être la désobéissance intérieure. La désobéissance antérieure. C'est-à-dire, Un refus silencieux. Refuser d'adhérer, de croire, de répéter ce que le système attend. Même si on ne peut pas s'y opposer ouvertement. d'accord. Et ça mène à cette figure du fou lucide, non? Celui qui voit clair quand tout le monde semble aveugle ou aliéné. Oui, et sa lucidité devient presque une menace cognitive pour le système, parce qu'elle remet en cause le récit dominant. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Je crois que ces fragments, ils appellent surtout à une lucidité active, une sorte de résistance cognitive. Pas forcément une solution clé en main pour tout changer. Non, plutôt la reconnaissance que le simple fait de questionner, de refuser les dépipés, euh, de s'efforcer de penser par soi-même, c'est déjà essentiel. C'est un acte de dignité, en fait. D'accord. Et pour finir, peut-être une question qui reste en suspens, inspirée par ces textes. Hmm. Si le monde ressemble tant à la caverne de Platon, et que la liberté extérieure semble parfois un leurre, où est la vraie issue?
Est-ce qu'elle est dans l'effort pour changer les ombres sur le mur, ou plutôt dans le fait de cultiver cette braise intérieure, cette lucidité que peut-être rien ne peut vraiment éteindre? Belle question pour terminer. Ça laisse à réfléchir.